Alors, ma consigne, c'est de vous faire une présentation en 15 minutes, donc il faut que je sois rigoureux. Et j'ai choisi deux parties. Une première partie qui va vous présenter euh, les mécanismes, les apprentissages, comment on accède à la connaissance, d'accord, du bébé à l'âge adulte, sur les grandes formes d'apprentissage. Et puis une deuxième partie sera plus centrée sur une présentation des recherches que nous menons sur tout ce qui est apprentissage multisensoriel. Et il faut que je sois ici pour que ça soit bien filmé. Alors, d'accord. Alors, la souris fait le boulot. Ok, c'est bon. Donc, je peux faire voilà. Alors, juste quand on parle acquérir des connaissances, il y a deux façons d'analyser les choses. Il y a une première façon qui est une analyse centrée sur le comportement. Donc, on va modifier un comportement, on va acquérir une connaissance. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est le niveau cérébral. Quelle est la trace cérébrale de cette acquisition de connaissances? Et puis, les recherches actuelles montrent qu'il y a un lien. Dès qu'on apprend quelque chose au niveau qu'on peut mesurer au niveau comportemental, et bien là, on va avoir une trace cérébrale. Et l'hypothèse de travail qui est actuellement en sciences cognitives, eh bien, c'est que nous sommes précablés pour apprendre, dans le sens où je vais vous montrer les bébés, même prématurés, ont des instincts d'apprentissage, et je vais vous présenter tous les mécanismes d'apprentissage. Et ce mécanisme sont présents aussi chez d'autres êtres, chez tous les animaux, même les plantes. Et par contre, on a une deuxième spécificité, c'est une première spécificité qui est typiquement humaine, c'est que nous, on est une espèce qui mettons énormément de temps pour instruire et éduquer, puisqu'actuellement, vous savez que ça dure plus de 25 ans pour à peu près transmettre et éduquer nos enfants. Et on est la seule espèce qui prenons autant de temps. Et nous avons plusieurs formes d'apprentissage disponibles. Pour illustrer ce lien maintenant qu'on connaît bien entre le niveau comportemental et le niveau cérébral, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de recherches qui observent les traces, les modifications effectuées grâce à cette modification comportementale. On a la trace cérébrale anatomique, biologique. Et pour là, c'est juste une illustration. Il y a Eric Kandel, qui a eu le prix Nobel en médecine, justement, qui a essayé de montrer par tous ses travaux comment on pouvait identifier les traces cérébrales de ces mécanismes d'apprentissage et de mémorisation. Il y a tout un tas de recherches maintenant qui montrent l'énorme plasticité cérébrale qui résulte justement de ces apprentissages, de ces changements comportementaux, donc de ces changements cérébraux. Et puis une des meilleures illustrations, c'est l'apprentissage de la lecture, qui n'est pas du tout naturel. Notre espèce n'est pas du tout prévue, enfin, c'est pas inné. Hein. Le langage, on peut considérer que certaines personnes le considèrent, oui, comme un instinct. Par contre, l'apprentissage de la lecture et l'écriture, c'est vraiment quelque chose de culturel. Et là, on voit une trace cérébrale très forte de cet apprentissage, puisqu'il y a tout un tas de travaux qui montrent maintenant, notamment ceux de Stanislas Dehaene, qui montrent que notre cerveau, si vous voulez, va, au bout d'un apprentissage massif, culturel, recycler des zones cérébrales qui étaient au début pas du tout prévues pour apprendre à lire, à écrire. Et maintenant, on connaît bien ces zones, et elles sont fabriquées, modelées, grâce à cet apprentissage massif à l'école, ces instructions formelles. Alors, dans ces plusieurs formes d'apprentissage, on les utilise tous les jours, tout le temps, dès la naissance. On en a plusieurs, j'en ai listé. Il y a le premier mécanisme qui est extrêmement puissant, qui s'appelle l'apprentissage par habituation. Notre cerveau est extrêmement bien fait, puisqu'en fait, il permet de... Quand on lui répète la même stimulation, quand on lui présente exactement toujours la même chose, eh bien, au bout d'un moment, il ne réagit plus. Vous savez qu'en fait, dès qu'il se passe quelque chose de nouveau dans mon environnement, mon cerveau réagit, c'est une question de survie. Donc je lui présente quelque chose, bon bah je réagis. Et si je répète l'opération, je réagis de moins en moins. Et heureusement, parce que ce serait infernal dans notre vie quotidienne de réagir à tout ce qui est nouveau. Donc on s'habitue à tout, pour dire, et c'est extrêmement bien fait, puisque tous nos sens, toutes nos modalités sensorielles sont capables d'apprendre comme ça par notre environnement. Et cela dès la naissance. Et pour illustrer cette affaire-là, c'est un mécanisme qui est beaucoup utilisé pour étudier les bébés. Nous, par exemple, on a présenté ça à des bébés prématurés, donc ont 2 mois d'avance. On leur a mis des petits objets dans la main. Eh bien, on montre très rapidement que ces bébés, 2 mois avant, alors qu'on pensait que les bébés avaient à peine à naître des capacités réflexes, eh bien, ils sont capables d'apprendre en bougeant, en faisant des micro-mouvements avec les doigts. Ils sont capables d'extraire des informations sur ce qu'on leur met dans les mains.
Et on montre que ces bébés, là je ne vous montre pas la vidéo parce que nous n'avons pas le temps, mais sont capables de discriminer et de faire la différence tactilement simplement par des mécanismes d'habituation. Et c'est des mécanismes qui sont présents, puissants et efficaces dès 2 mois, même vous voyez, à 6 mois de gestation. Et ces résultats-là ont cette capacité d'habituation tactile, cette capacité d'apprentissage a aussi des implications à la fois théoriques et pratiques, puisque du coup, ça montre que ces bébés-là, quand ils sont, par exemple, en couveuse, eh bien, ces capacités tactiles peuvent être utilisées et qui, par exemple, dans les techniques de soins, il faut éviter de leur bander les mains pour éviter qu'ils arrachent leurs tuyaux, des choses comme ça qui sont dans la couveuse. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme qui est incroyable du cerveau, c'est qu'il associe n'importe quoi. Du moment que ça pulse ensemble, du moment qu'il y a 2 stimuli qui sont présentés au cerveau au même moment, le cerveau les associe. Alors on connaît assez bien tout ce qui est le renforcement. Hein. Donc si je donne un stimulus puis je donne une bonne réponse, on sait très bien... si je donne une bonne note ou un bon point, la personne va plutôt reproduire ce comportement. Donc ça, on le sait très bien. Mais il y a un deuxième mécanisme qui est très important, c'est le mécanisme d'association, comme dans le cas de la lecture, où l'enfant va associer des entités visuelles, qui sont les lettres de notre alphabet, avec des entités auditives, qui sont les phonèmes de notre langue. Et par un mécanisme d'association, eh bien, on va apprendre à lire et puis à écrire. Et ce mécanisme-là est très puissant, puisque nous, typiquement, on l'a présenté à des étudiants qui étaient disponibles. On leur a présenté des étudiants français qui ont présenté des alphabets dérivés du japonais. On leur apprenait à mémoriser cet alphabet japonais. Parallèlement, on leur disait, à chaque entité visuelle, je vais te donner une entité auditive. Donc, on leur faisait apprendre un son. Et puis, on leur demandait en 15 minutes d'apprendre ces associations qui étaient totalement aléatoires entre des entités visuelles et des entités auditives. Et on montre très rapidement qu'en 15 minutes, les étudiants peuvent très rapidement apprendre à reconnaître visuellement les entités visuelles japonaises, reconnaître des sons qu'ils ne connaissaient pas préalablement et surtout qui sont capables de reconnaître, par exemple, si on leur présente l'entité visuelle, de reconnaître le son qui lui correspond, comme dans le cas de la lecture. Quand je lis j'ai différents graphèmes en face de moi, il faut que je puisse, quand je lis, appliquer cette mécanique de correspondance et dire le phonème qui correspond à ce graphème. Et ça marche très bien. Dans ce type d'expérience, on a montré que si on rajoute le multisensoriel, même chez les adultes, ça améliore ses performances. Et c'est redoutablement efficace. Le troisième mécanisme d'apprentissage, qui est basé sur l'observation et l'imitation. Ça aussi, c'est un mécanisme extrêmement puissant, puisqu'on sait que dès la naissance, la première chose qu'on fait quand on va voir un bébé, par exemple, on lui fait des mimiques, on lui tire la langue. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable, puisque le bébé, dès la naissance, va coder visuellement ce que la personne est en train de lui faire, par exemple ouvrir la bouche, tirer la langue. Donc il a un codage visuel de l'information et il va être capable de reproduire ce que la personne en face de lui a fait. Donc vous voyez ce transfert, ce codage extrêmement complexe entre ce qu'il voit et ce qu'il fait. Et on montre que dès la naissance, eh bien, le bébé, il est capable d'imitation néonatale, c'est-à-dire qu'en fait, il va repérer ce que la personne a fait en face de lui et puis il va le reproduire avec son corps. Ce qui veut dire qu'il est capable de faire un transfert entre son système visuel et son système proprioceptif. C'est quelque chose qui va se développer de façon très efficace pendant les premiers mois de la vie. Et puis, c'est quelque chose qui demande vraiment des compétences extrêmement puissantes et qui va permettre aussi aux enfants d'apprendre de son environnement, à prendre des gestes, à prendre des intentions, à comprendre son prochain, à communiquer avec lui. Et puis, ça va permettre aussi tout ce qui est apprentissage social. Puisque là, je fais référence à des vieux travaux de Bandura, 1961, vous voyez, où là, déjà, on montre que simplement en observant quelqu'un faire quelque chose, l'enfant, sans consigne, sans rien, est capable d'apprendre à reproduire. Il va reproduire spontanément ce qu'il vient juste d'observer. Et ce genre d'expérience a été mis en place pour essayer de comprendre les comportements agressifs. Et l'idée, c'est que si un enfant est confronté et exposé simplement à des comportements agressifs, eh bien, spontanément,
par la suite, il aura plus tendance à produire des comportements agressifs. Donc, vous voyez, c'est un troisième mécanisme d'apprentissage. Donc, habituation, l'association et l'imitation et l'observation. Cette thématique est revenue en force actuellement, puisque c'est quelque chose qui est beaucoup discuté dans l'impact des jeux vidéo. Et ça fait beaucoup de bruit à l'époque, parce que vous voyez, apprendre par imitation, par observation, simplement sans consigne, de dire aux gens, bah, je vois quelque chose et je vais apprendre à faire la même chose, eh bien, c'était contraire à l'époque behavioriste, comme on dit, où on pensait qu'il fallait toujours une récompense pour apprendre. Donc on peut apprendre sans récompense, juste parce qu'on a envie et qu'on est exposé. C'était contraire à la psychanalyse à l'époque, puisque eux, les courants psychanalytiques disent toujours, bah, c'est cathartique, hein, si je vois du mal dans mon environnement, ça me fait du bien, donc je ne le ferai pas. Donc là, on voyait que c'était contraire à ce point de vue-là. Et puis, c'est largement reproduit actuellement sur l'impact des jeux vidéo violents, sur simplement le fait d'être exposé à tout un tas de jeux. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Et il y a pas mal de recherches qui montrent que ça a des effets délétères sur les comportements plutôt socio-affectifs. Donc ça, c'est les trois mécanismes d'apprentissage. Et puis, il y a le quatrième, qui est l'apprentissage par instruction et médiation, et le cas en fait des apprentissages scolaires formels. Donc là, il y a énormément de recherches qui sont conduites par tout un tas d'équipes par le monde, et c'est quelque chose qui est extrêmement important et compliqué. C'est très long, c'est très spécifique. Quand vous voyez le nombre d'heures qui sont proposées aux enfants depuis 3 ans en France jusqu'à 25 ans à 26 ans, vous imaginez le nombre d'heures proposées à ces enfants pour instruire et transférer ces connaissances. Et évidemment, l'enseignant et le pédagogue ont un rôle extrêmement important. Et nous, ce qu'on a essayé de développer dans cette perspective-là, c'est que les approches multisensorielles peuvent aider les enseignants, quand ils proposent des activités, à favoriser ces acquisitions par exemple, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Et pourquoi c'est important d'utiliser des méthodes sensorielles, et notamment le toucher? C'est parce que la plupart des apprentissages scolaires sont fondés globalement sur la vision, donc sur des livres, on écrit au tableau, ou sur l'audition, le maître qui raconte. Et l'idée dans des apprentissages multisensoriels, c'est d'utiliser la troisième modalité, qui est le toucher. Et l'idée, c'est que ce toucher va aider à faire le lien entre le système visuel, qui est quasi simultané, très, très rapide, avec le système auditif qui est beaucoup plus séquentiel. Et grâce au toucher, qui va du coup focaliser l'attention, proposer un mode d'exploration beaucoup plus séquentiel, eh bien, on va favoriser l'apprentissage scolaire élémentaire chez les jeunes enfants. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour vous dire, quand on apprend à lire, il me reste 3 minutes, voilà. Quand on apprend à lire, un des grands défis, c'est d'automatiser la correspondance en graphème-phonème, c'est-à-dire entre la lettre et le son. Et ce mécanisme de décodage, souvent, vous voyez, le graphème, il est visuel, le phonème, il est auditif, et puis l'enfant, il doit associer les deux. Eh bien, on a mené tout un tas d'expériences pour essayer de favoriser cette connexion. Et on favorise cette connexion. Donc, je vais vous proposer, il y a tout un tas d'entraînements qui sont proposés dans la littérature, qui sont destinés à savoir qu'est-ce qui favorise ou non la préparation à la lecture. En fait, on a pris le meilleur entraînement qui existait dans la littérature, où on travaille à la fois sur le son, le phonème et le graphème, et on a rajouté de l'exploration haptique. Alors là, c'est une technologie low cost, puisque c'était simplement, vous voyez, je vous passe la quincaillerie méthodologique, mais globalement, on demandait aux enfants d'explorer des lettres en relief pendant qu'ils travaillaient sur le son, pendant des exercices systématiques. Alors, avec les yeux, sans les yeux, une syllabe, 2 syllabes, enfin, tout un travail d'exploration. Et on montre que quand on introduit ce travail de discrimination, ce toucher, ce travail d'exploration sensorielle, pendant les exercices qui associent le phonème avec le graphème, eh bien, à la fin, les enfants lisent 2 fois plus de mots, décodent 2 fois plus de mots que quand ils ont eu simplement un entraînement purement visuel ou auditif. Donc, ce qui montre que de rajouter ces entraînements multisensoriels, ça a un impact extrêmement positif, ça fait un codage multiple, et du coup, ça a des résultats extrêmement positifs, à la fois chez, alors je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais des effets à court terme, à long terme, chez différents types de populations. Et l'effet secondaire de cette affaire-là, c'est que ça agit aussi sur la qualité des tracés, et donc sur l'écriture. Et donc là, on a développé aussi toute une
alors là, c'est une technologie plus high cost qui va favoriser justement cet apprentissage de l'écriture, où on va proposer exactement le même type d'expérience, c'est-à-dire on va dans les écoles, on propose des entraînements, et on va essayer d'aider les enfants à tracer les lettres de façon la plus automatique possible. Et pour cela, on va, donc il y a tout un tas de préalables qu'on connaît très bien dans l'enseignement sur ce qui favorise ou non l'apprentissage de l'écriture. Là, on va utiliser les haptic feedback, donc c'est des petits robots qui, alors nous on a utilisé à l'époque, c'était bon, Sensible, pour ceux qui connaissent, c'était une marque à l'époque. On a utilisé des bras robots où du coup on va apprendre aux enfants à tracer les lettres, pas de façon statique, mais aussi dynamique. C'est-à-dire que du coup, on imagine un crayon et il y aurait un élastique virtuel qui serait à son bout et on ferait varier l'impact des forces. Donc on a créé une police entre guillemets dynamique, où on a instauré toutes les lois de la psychophysique qui font qu'on sait comment bien tracer les lettres. Et puis on a testé ça auprès d'un certain nombre d'enfants, où il y avait un entraînement où l'enfant apprenait classiquement comme ils font d'habitude à l'école, et puis un deuxième entraînement où il disposait d'un bras robot qui leur aidait à tracer les lettres de façon infinie, avec tout un tas de jeux, le jeu de circuit, où l'enfant doit tracer la forme, le jeu où ils font varier les forces. Et à la fin, quand on mesure la qualité de tracé de ces lettres, eh bien, ceux qui ont eu des entraînements avec le bras robot et les retours haptiques, ils ont de bien meilleures performances que le groupe contrôle, c'est-à-dire qu'ils ont des tracés beaucoup plus fluides. Voilà. Et donc, du coup, ce dispositif qu'on a appelé Télémac, mais on pourrait donner un autre nom, eh bien, l'idée, c'était que ça aidait les enfants à passer d'un mode de contrôle qu'on dit proactif, c'est-à-dire moins basé sur le feedback sensoriel, et les tracés étaient beaucoup plus fluides que ceux qui avaient eu un entraînement purement classique. Voilà. Évidemment, il y a tous les détails dans le site web qui va être à disposition, où on décrit toutes ces expériences. Pour en savoir plus, on a fait plusieurs ouvrages qui racontent tout ce que les sciences cognitives peuvent apporter, ou tout ce qui est avec Morty Heller. On a publié en 2013 un bouquin de synthèse sur la psychologie du toucher et la cécité. Et je vous remercie de votre attention. Et pour ceux qui veulent plus, il y a aussi apprentissage des laboratoires aux salles de classe dans ANAE qui est disponible aussi sur tout un tas d'expériences. Voilà. Et merci de votre attention, et j'ai 17 minutes.